Les violences sexuelles en période des conflits demeurent une arme de guerre en République démocratique du Congo. Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a appelé la communauté internationale à renforcer son engagement face à un fléau qui continue de faire des milliers de victimes dans l'est du pays. Présidant les débats publics de haut niveau consacrés aux violences sexuelles liées au conflit, la chef du gouvernement congolais a affirmé que ces crimes ne sont pas des simples conséquences de la guerre. Mesdames et messieurs, si la République démocratique du Congo a souhaité présider cette séance, ce n'est pas pour faire de son expérience nationale l'unique objet de notre débat. C'est parce que cette expérience douloureuse nous impose une responsabilité, celle de contribuer à une réflexion collective sur un crime qui dépasse les frontières, les régions et les situations inscrites à l'ordre du jour de ce Conseil. Dans l'est de la République démocratique du Congo, comme dans d'autres régions du monde, ces violences sexuelles liées au conflit ne sont pas seulement une tragédie individuelle. Elles sont un langage de guerre. Elles visent à terroriser, humilier, déplacer, dominer, briser les familles et déstructurer les communautés. Là où le corps des femmes, des filles, mais aussi des hommes et des garçons devient un champ de bataille, la paix est déjà profondément compromise. Dans plusieurs conflits sur différents continents, ces violences accompagnent le contrôle d'un territoire, d'une route, d'un village, d'un site minier, d'un point de passage ou d'une population. Elles prennent aussi la forme d'enlèvement, d'esclavage sexuel, de traite des personnes à des fins d'exploitation sexuelle, parfois au profit de groupes armés, de groupes terroristes ou de réseaux criminels. Elles ne sont pas toujours un effet collatéral de la guerre. Trop souvent, elles en sont une méthode. Le rapport que Mme Pramila Patten a présenté, ce rapport a confirmé une augmentation alarmante des cas vérifiés, fournissant ainsi la base factuelle et institutionnelle indispensable à nos échanges. En République démocratique du Congo, nous connaissons cette réalité avec une douleur particulière. Dans certaines zones affectées par les groupes armés et sous occupation par des forces étrangères dont le Rwanda, ces violences sont liées aux déplacements forcés, aux économies illicites et aux logiques de prédation qui alimentent la guerre. Mais notre expérience nationale nous conduit aujourd'hui à poser une question plus large. Comment prévenir les systèmes qui rendent ces crimes possibles? La première ministre a mis en avant les mécanismes de prise en charge et de réparation des victimes, notamment les Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit, les FONAREV. Face à cette barbarie, la République démocratique du Congo a refusé de rester une simple victime. Sous l'impulsion de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, nous avons choisi de renforcer nos institutions, de briser le cycle de l'impunité et de faire de la dignité des survivantes et des survivants une priorité de l'action publique. Des mécanismes concrets ont été mis en place. Le FONAREV, Fonds national de réparation pour les victimes de violences sexuelles liées au conflit et d'autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, vise à identifier les victimes, faciliter leur accès à la justice et permettre des réparations individuelles et collectives. Les centres intégrés de services multisectoriels apportent une réponse pour une prise en charge médicale, psychosociale, juridique et socio-économique. Ces instruments ne sont pas seulement des réponses sociales, ils sont des instruments de justice, de reconstruction nationale et de restauration de la confiance. La République démocratique du Congo a également conclu un communiqué conjoint avec les Nations Unies sur les violences sexuelles liées au conflit, qui traduit en engagement opérationnel notre volonté commune de renforcer la prévention, la protection des survivantes et la lutte contre l'impunité. Judith Suminwa Tuluka a par la même occasion réaffirmé la détermination du gouvernement congolais à lutter contre l'impunité. Il ne peut y avoir de paix durable lorsque les survivantes et les survivants restent sans justice, lorsque les communautés restent sans réparation et lorsque les responsables, leurs complices
et leurs commanditaires continuent d'agir dans l'impunité. Mesdames et messieurs, le droit international a évolué. Le droit est clair. L'interdiction est claire. Les obligations sont claires. Les violences sexuelles liées au conflit peuvent constituer, selon les circonstances, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, voire des actes constitutifs de génocide. Elle engage la responsabilité des auteurs, mais aussi celle de ceux qui les ordonnent, les tolèrent ou les rendent possibles. Notre défi est désormais de faire en sorte que cette promesse atteigne effectivement les survivantes et les survivants. Cette promesse est tenue lorsque la victime reçoit des soins dans les premières heures, lorsqu'elle est protégée, lorsqu'elle accède à la justice, lorsqu'elle obtient réparation et lorsqu'elle peut reconstruire sa vie dans la dignité. Une réponse centrée sur les survivantes et les survivants ne peut pas être un principe non financé. Un appel renouvelé à une mobilisation internationale afin que les auteurs de ces crimes répondent enfin de leurs actes. Le ministre d'État, ministre de Relations avec les parlements, Maître Guy Luando-Mboyo, était devant les présidents des assemblées provinciales de la RDC. Lors de la conférence, le ministre est revenu sur les attributions de son ministère qui consistent également à la prévention des crises institutionnelles, le renforcement de la collaboration entre le pouvoir central et les provinces, ainsi que la présentation de l'Académie parlementaire de la RDC. Le ministère des Relations avec les parlements. Il est donc le pont institutionnel au service de la décentralisation. Je vous ai dit, il y a toute une attribution dans l'ordonnance portant attribution. Donc le chef de l'État, au-delà d'impulser, il a voulu consacrer ça dans l'ordonnance portant attribution. Gestion et résolution des crises. Veiller à la stabilité. C'est dans l'ordonnance portant attribution. Ce qui n'existait pas avant, parce que si vous lisez l'ordonnance portant attribution avant celle de décembre 2025, cette attribution n'y était pas. Je sais que les provinciaux se plaignaient toujours, ils n'avaient pas d'interlocuteur au niveau national. Donc vous avez aujourd'hui le ministère des Relations avec le Parlement, qui est votre interlocuteur en collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Le ministère est là à votre disposition en termes d'amélioration et de la stabilité. Nous avons également pensé à la mise en place d'une académie. Académie parlementaire, nous reconnaissons les compétences des élus du peuple, mais ici, il s'agit d'un renforcement. Et donc, il y a des modules qui concernent la logistique, comment rédiger les textes législatifs, parce qu'il y a un style. Mais apprendre aux élus du peuple à avoir des outils modernes pour faire correctement leur travail parlementaire. L'idée était ici, pour que vous compreniez, la Constitution a prévu, certes, des domaines de collaboration et des domaines exclusifs des provinces. Comment il faut l'actionner pour permettre à ce que la stabilité que nous recherchons, parce qu'on ne peut pas parler de développement durable sans la stabilité institutionnelle. Et qu'on arrive dans un pays où les élus font leur travail sans qu'il soit toujours qu'on leur prête des intentions. Il faut améliorer la communication, améliorer la collaboration pour s'assurer que les priorités 6 posées par le chef de l'État, déclinées sous forme de programme d'action du gouvernement 2024-2028, soient effectivement une réalité au profit du bien-être de nos populations. Les élus du peuple doivent avoir les outils modernes pour faire correctement leur travail parlementaire, d'où l'importance de cette conférence des présidents des assemblées provinciales au profit de la population congolaise. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Nguefa, a tenu une séance de travail avec le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé-Mambou. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des concertations régulières entre le ministère de la Justice et les conseils supérieurs de la magistrature afin d'assurer un meilleur suivi des dossiers judiciaires. Les échanges ont porté sur l'état d'avancement des procédures ouvertes à la suite des injonctions adressées au parquet dans le cadre de la politique criminelle du gouvernement. Nous avons parlé des dernières actualités, des échanges par certains dossiers surtout, dans lesquels nous avons été enjoints d'ouvrir des procédures judiciaires et il était normal qu'ils soient informés de l'avancement de nos investigations. Donc, grosso modo, je ne vais pas aller trop loin, mais il a été question de voir ensemble
de faire le tour de toutes ces injonctions, de certains problèmes liés spécifiquement et au corps des magistrats d'ailleurs. Je crois que dans les jours qui viennent, il va devoir se tenir aussi une autre réunion dans le cadre des concertations du ministère de la Justice avec le Conseil supérieur de la magistrature. Les deux responsables ont également examiné les contraintes rencontrées et les mesures à mettre en œuvre pour garantir la célérité des procédures, le respect de l'indépendance de la justice et une coordination efficace entre les institutions compétentes. Écoutez, une injonction est donnée et puis se déclenchent les investigations. Et vous savez, dans notre système, c'est un système inquisitorial, c'est-à-dire qui demeure secret. Donc je suis vraiment tenu par ce secret professionnel que je ne peux pas divulguer. Et même auprès du ministre, bon, je suis obligé, parce que quand même lui, de manière galante, obligé de faire rapport, qu'il sache quand même que ce qu'il a initié à atteint quel niveau, mais livré au public où j'en suis avec certaines investigations. Je ne le ferai pas, ce serait trahir mon serment. Mais est-il que nous sommes tombés d'accord par rapport à tout ce qui se fait? Je crois que en regardant la même direction, nous sommes la personne la mieux placée aussi pour traduire en acte cette politique criminelle du gouvernement. L'objectif affiché demeure le renforcement de la lutte contre l'impunité et la consolidation d'une justice crédible, accessible et conforme aux attentes des citoyens. Une expertise médicale a été ordonnée ce mardi 7 juillet pour déterminer l'âge de jeunes bandits urbains appelés Kuluna, détenus mineurs et arrêtés dans le quartier Mamayemo, dans la commune de Ngalema, à l'ouest de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, par les tribunaux militaires garnissons de Kinshasa-Ngalema, siégeant en matière de répressifs et flagrances. Pour les avocats de la défense, la plupart de ces jeunes sont mineurs. Cette exception a constitué une obstruction à la poursuite de la procédure engagée par les tribunaux militaires. Seul l'examen médical de ces jeunes délinquants orientera la décision du tribunal. Nous sommes appuyés sur l'article 19 de la Constitution de la République démocratique du Congo et l'article 114 du Code militaire qui stipule que non, les juges militaires jugent que les militaires. Il a été créé spécialement pour les militaires et les policiers. Tandis que les enfants conflits avec la loi, ils ont leur juge naturel qui est le tribunal pour enfants. Le tribunal va faire un ADD pour nous envoyer devant les médecins qui doit déterminer l'âge minoritaire ou majeur de chaque enfant. Quoique réfutant les allégations de la défense, le ministre public s'est néanmoins plié à la décision du tribunal. Une expertise médicale doit être faite pour départager ces deux parties. De toutes ces personnes précitées, que le tribunal a entendu les requérants, entendu le ministère public, disons dit recevable la demande de précité, la déclare partiellement fondée, ordonne une expertise médicale à l'effet de les recevoir, de les examiner et de déterminer l'âge approximatif de chacun d'eux, de faire rapport en tenant compte de la célérité qui caractérise la procédure. Pendant ces temps, les prévenus sont retournés dans leurs cellules de détention en attendant l'expertise médicale. Ici, de noter également, ils ont été arrêtés depuis environ 6 mois et incarcérés à la prison de Ndolo et à la prison centrale de Makala pour des actes de criminalité urbaine dans la commune de Ngalema. La République démocratique du Congo poursuit son plaidoyer sur la scène internationale en faveur de la protection des droits humains et de la reconnaissance des crimes commis sur son territoire. À Genève, en Suisse, le ministre des Droits humains, Maître Samuel Bemba Kabouya, a porté la voix du gouvernement congolais devant les conseils des droits de l'homme des Nations Unies. Prenant la parole lors du dialogue interactif consacré à la mise à jour de la commission d'enquête indépendante des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans le province du Nord
Nord et du Sud Kivu, le ministre a présenté la position de la RDC sur les efforts engagés en matière de respect des droits et de libertés fondamentales. En marge des travaux, Maître Samuel Bemba Kabouya a rencontré le membre de la diaspora congolaise, plusieurs ambassadeurs ainsi que des organisations de défense des droits de l'homme. Ces échanges ont été l'occasion de poursuivre les plaidoyers de la RDC en faveur de la reconnaissance internationale des génocides commis sur son territoire. Selon le ministre, cette démarche vise à sensibiliser les partenaires internationaux sur la nécessité de promouvoir la vérité, la justice et les devoirs de mémoire en faveur des victimes. Durant les 3 journées d'activité et d'échange, il a été question pour nous de les entretenir sur l'argumentaire de la République démocratique du Congo pour la reconnaissance des génocides commis chez nous à la suite de la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda. Nous avons indiqué les cas de territoires où des populations ont été visées de manière systématique et programmée avec l'intention claire de les exterminer en tout ou en partie. Et nous sommes donc satisfaits de constater que nos interlocuteurs ont bien capté le message et ont pris l'engagement d'accompagner la République démocratique du Congo dans cette campagne pour la reconnaissance internationale des génocides perpétrés en République démocratique du Congo. Il faut noter que cette démarche diplomatique s'inscrit dans la volonté des autorités congolaises de consolider leur plaidoyer auprès de la communauté internationale, tant pour la protection des droits humains que pour la reconnaissance des crimes commis en RDC. Le gouvernement provincial de la ville-province de Kinshasa, sous l'impulsion du gouverneur Daniel Bumba Lubaki, a signé un protocole d'accord avec l'université Jan de Bangalore en Inde, ouvrant la voie à un partenariat stratégique dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle, de la santé, des infrastructures et de la transformation numérique. Selon le ministre provincial de l'éducation, Thierry Chitenge Kabouya, cette coopération permettra notamment l'octroi de bourses d'études aux élèves et étudiants congolais désirés de poursuivre leur formation à l'université Jan. Elle favorisera également le transfert de l'expertise indienne en matière de transformation numérique ainsi que le déploiement de programmes de formation professionnelle de proximité grâce à des unités mobiles. En termes d'avantages, la ville de Kinshasa va profiter de l'expérience dans la digitalisation ou dans le secteur du numérique qui nous provient de l'Inde. Nous allons aussi profiter de la formation professionnelle au travers des moyens mobiles, des moyens de locomotion mobile. Donc ce sera des formations de proximité où les formateurs vont aller vers les apprentis. Il y a aussi la possibilité, il y a aussi l'opportunité de pouvoir agir dans les secteurs de l'éducation. Comme vous le savez, la vision du chef de l'État veut que nous puissions soutenir la gratuité de l'enseignement, d'abord au niveau primaire et après nous allons monter au niveau secondaire, pourquoi pas au niveau universitaire et aussi dans le secteur médical. Il y a quelque chose qui se prépare pour pouvoir avoir des infrastructures médicales dans la ville de Kinshasa. S'exprimant à cette occasion, le directeur des relations extérieures et représentant de l'université Jan a salué la signature de ces mémorandums d'entente. Il a annoncé que le premier projet, notamment le programme spécial de bourse destiné aux étudiants congolais, seront lancés de cette année. Il a également réaffirmé l'engagement de l'université Jan à accompagner durablement le développement de la RDC à travers des initiatives axées sur la formation, l'innovation et le renforcement des capacités. Matière, motifs et tissus inspirés de nos traditions étaient au cœur des créations. Une scène ouverte aux talents de la province et d'ailleurs, révélant les potentiels de la mode congolaise et la capacité des industries culturelles et créatives à faire vivre le patrimoine. Tel a été l'objectif de la 10e édition de la Kolwezi Fashion Week, à laquelle la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Solange Elébé, a pris part. En marge de l'événement, une séance de travail s'est
s'est tenue avec la gouverneure du Lualaba, Madame Fifi Masuka Saini, autour de l'essor de l'ICC et du déploiement de maisons de la culture inscrits au programme d'action du gouvernement. Elle a également échangé avec les artistes et opérateurs culturels autour de leur réalité, de leurs attentes et de leurs perspectives. La raison qui m'amène ici, c'est la Fashion Week du Lualaba, et donc il était important aussi qu'on discute autour de ça, mais d'autres sujets liés toujours à ce domaine, notamment la création des maisons de la culture, qui fait partie du programme du gouvernement central, et de la diplomatie culturelle en termes de soft power. Un événement comme la Kolwezi Fashion Week est un événement qui est ouvert justement au monde, qui montre la mode au niveau de la RDC et notre savoir-faire dans le domaine, mais aussi le fait d'accueillir des personnes venant de l'étranger. Ça permet aussi pour eux de venir découvrir ce que nous faisons, mais aussi des collaborations en termes de création, en termes d'échange sur les industries culturelles et créatives. Cette présence au Lualaba réaffirme l'esprit de la culture à 360 degrés, une vision qui rapproche la politique culturelle des territoires et reconnaît chaque province comme un levier de rayonnement culturel pour la République démocratique du Congo. Betikena kiese na bisimbi ya ntoto na bisimbi ya Zulu bameyangalala beto zona andi sala kisala Congo Central fetibonga beto lenda vuanda kaka veke Congo Central toujours mambu beto zona ya uve ya una beto mekuiza na gouverneur betikena kumona bisalu ina kena kusalama au na kati ya buala beto parce kana buala matadi kena kubonga yakena pesa beto kiese beto mekuvua buala matadi yauna beto metubilandi kuzimbana beto ve continue kuvana beto continue kusala kisalo beto kwako beto meyukanaka kufinga bamfumu ku mambi na beto zona yao ve. Nous sommes pour les autorités. L'autorité vient de Dieu. Aucun pouvoir ne vient d'ailleurs que de Dieu. Il a été choisi, c'est comme ça qu'il est là. Et nous devons être avec lui. Nous devons l'épauler afin qu'il puisse réussir sa mission. Accélérer la couverture vaccinale et réduire le nombre d'enfants non protégés contre les maladies évitables, c'est l'objectif de la revue à mi-parcours 2026 du programme élargi des vaccinations PEV ouverte à Kinshasa. Pendant 3 jours, les responsables du programme, les autorités sanitaires et les partenaires techniques et financiers examinent les résultats du premier semestre afin d'ajuster les interventions prévues pour la fin de l'année. Au cours des échanges figure également la mobilisation des parents invités à faire vacciner leurs enfants et à respecter le calendrier vaccinal considéré comme un levier essentiel pour améliorer les indicateurs de santé publique. Nous tous nous sommes parents, faisons vacciner nos enfants. Ça c'est le premier message. Les enfants qui ne sont pas bien vaccinés, faisons un effort pour respecter le calendrier vaccinal. Ça c'est le deuxième message. Donc, faire vacciner les enfants. Troisième message, c'est de dire que le vaccin, c'est pour sauver nos enfants. C'est pour donner la chance à nos enfants de rester en vie et d'avoir aussi notre âge. Voilà le message. Pour l'instant, la tendance est bonne. J'ai répété plusieurs fois tendance parce que nous sommes en mi-parcours. Si on était à la fin de l'année, je n'allais pas parler des tendances. Donc voilà un peu ce que je peux nous dire. Le vrai message, c'est de nous dire, nous sommes sur la bonne voie, nous sommes en train d'aller sur la bonne voie. Mais ensemble, faisons un effort que nos enfants soient protégés avec eux en les amenant vers les services de vaccination. Les travaux portent notamment sur l'évolution du nombre d'enfants zéro dose qui n'ont reçu aucun vaccin, ainsi que sur les enfants dont la vaccination reste incomplète. Si les premières tendances sont jugées encourageantes, les responsables du programme reconnaissent que les retards dans la mobilisation des financements a limité l'exécution de certaines activités au cours des 6 premiers mois de l'année. Cette évaluation intermédiaire permettra d'identifier les ajustements nécessaires pour renforcer les performances des provinces et accélérer les interventions durant les seconds semestres. Là, nous sommes en évaluation à mi-parcours. C'est juste des tendances en termes de voir si réellement nous avons réduit
le nombre d'enfants zéro dose et le nombre d'enfants qui sont mal vaccinés. Si vous voyez globalement, la tendance est vers l'amélioration, mais globalement, parce que nous avons passé un semestre pas avec le fonds de mise en œuvre. C'est ça qui a posé des problèmes de retard dans le fonds qui doivent aider la mise en œuvre. Donc, là, ce sont des orientations, c'est comme on appelle, c'est une tendance vers l'atteinte des objectifs. Mais globalement, je ne sais pas dire les chiffres, parce que ces chiffres changent au jour le jour. Normalement, la bonne évaluation s'est faite à la fin de l'année, parce que les objectifs que nous avons sont les objectifs annuels. Les conclusions de cette revue serviront des bases à la planification des prochaines actions. Le bilan définitif des performances seront établis à la fin de l'année au regard des objectifs annuels des couvertures vaccinales. Organisée avec l'appui de plusieurs partenaires dont l'Organisation mondiale de la santé OMS, cette rencontre s'inscrit dans les efforts visant à garantir un accès équitable à la vaccination pour les enfants, les femmes enceintes et les autres groupes cibles en République démocratique du Congo. Bonjour. Comment ça va? Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste, a reçu en audience dans son cabinet de travail le représentant et directeur pays PAM ce 8 juillet 2026 en ville de Beni. Accompagné de la chef de bureau adjointe, David Steverson vient s'enquérir de la situation humanitaire au Nord Kivu, particulièrement la situation en rapport avec la maladie à virus Ebola. L'hôte du gouverneur militaire du Nord Kivu affirme que le PAM est chargé de tout le système logistique du système des Nations Unies, notamment des avions et des camions pour la réponse militaire. L'organisation se charge également du programme alimentaire en faveur de personnes affectées par le virus Ebola et de la population générale. Il a souligné par ailleurs que la maladie à virus Ebola reste la priorité actuelle. À ce moment, franchement, même avec le conflit, même avec l'insécurité alimentaire, le premier défi pour tout le monde, c'est la réponse d'Ebola. Il faut que tout le monde comprenne le risque d'Ebola et que nous sommes ici de répondre le système de gouvernement et les communautés eux-mêmes avec leur leadership contre l'Ebola. Vraiment, c'est notre priorité. Je crois que c'est la priorité pour tous les peuples de Provence et nous sommes ici de vous assister à ses côtés. À cette occasion, la chef du bureau adjointe PAM Beni a dit sa gratitude aux responsables du pays, ceux de la province du Nord Kivu et de la santé pour la collaboration en cette période de la lutte contre la maladie à virus Ebola dans sa 17e épidémie. Les enseignements se poursuivent dans le cadre de la semaine théologique organisée à l'occasion du 10e anniversaire de l'église Pierre Angulaire des Molars. Pour cette 10e journée, les fidèles ont médité autour du thème « Les serviteurs des dieux et la vocation ». S'appuyant sur les textes d'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 1er, et de Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 14, l'orateur du jour, le révérend professeur Nkwim, a expliqué la véritable signification du serviteur des dieux. À travers plusieurs exemples bibliques, notamment celui de Daniel, il a rappelé qu'un serviteur de Dieu est avant tout un homme entièrement consacré à son Seigneur, appelé à vivre dans l'obéissance et la fidélité. Au sens spirituel, c'est l'image forte d'un croyant, d'une croyante qui s'abandonne entièrement à Dieu. Abandon total à Dieu. Consécration totale à Dieu. C'est ça l'exemple d'esclave. C'est comme dit Paul, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile parce que je suis esclave de Jésus-Christ. On me dit de voler. Je dis non, je n'ai pas les mains pour voler parce que ces mains appartiennent à Jésus-Christ. On me demande de tuer quelqu'un, je dis je ne peux pas tuer quelqu'un parce que j'appartiens à Jésus.
Paul dit encore, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Donc, esclave ici signifie une personne qui est entièrement à la disposition de Jésus-Christ. Une personne qui marche dans la crainte de Dieu. Poursuivant son enseignement, le prédicateur s'est attardé sur les qualités qui doivent distinguer tout véritable serviteur de Dieu. Humilité, disponibilité, fidélité et engagement au service du royaume figurent parmi les principales caractéristiques développées au cours de cet exposé. Après avoir parlé de cela, je donne les caractéristiques d'un serviteur de Dieu: fidélité, honnêteté, transparence, aussi la crainte de Dieu, la loyauté à Dieu. Et enfin, je dis que chaque serviteur de Dieu est aussi béni par Dieu, partant de sa manière de marcher. Donc, j'ai mis l'accent sur tous ceux qui sont à l'église, dans le Nouveau Testament, qui sont nés de nouveau, qui servent Dieu, mais en fin de compte, c'est mieux de les servir avec crainte, de les servir dans la sanctification, dans l'obéissance, dans l'humilité. La deuxième partie de cet enseignement, consacrée au sous-thème « La vocation », sera développée lors de la prochaine séance prévue jeudi dans le cadre de cette semaine théologique marquant les 10 ans de l'Église Pierre Angulaire des Molars.